La salle brillait comme un mensonge trop bien répété. Des guirlandes de lumière descendaient du plafond, les verres tintaient, et tout le monde souriait comme si ce dîner célébrait uniquement ma réussite, mon diplôme, mon avenir. Pourtant, au fond de moi, quelque chose serrait déjà, une sensation vague, presque coupable, comme si je n'avais pas le droit d'être aussi fier. Je regardais les visages autour de la table, mes amis, mes professeurs, mon père silencieux, et ma mère, assise juste en face de moi, qui me fixait avec une intensité étrange. Ma mère n'était pas une femme démonstrative. Elle aimait contrôler, prévoir, anticiper. Toute ma vie, elle avait décidé pour moi. Mes études, mes fréquentations, même mes silences. Ce soir-là, pourtant, elle souriait trop. Un sourire figé, tendu, qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Quand le serveur apporta les boissons, elle posa sa main sur mon bras. « Tu dois être épuisé, mon chéri. Bois un peu, détends-toi. » Sa voix tremblait légèrement. Je pris mon verre. Du vin blanc. Rien d'anormal. Je fis mine de trinquer avec les autres, mais mon regard revint vers elle. Je la vis glisser quelque chose, rapidement, presque avec élégance, dans mon verre. Un geste minuscule, invisible pour tous, sauf pour moi. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Elle détourna les yeux. Mon cœur accéléra. J'aurais dû poser le verre. J'aurais dû demander. Mais toute ma vie m'avait appris à ne pas la confronter, surtout en public. Alors j'ai bu. Une gorgée, puis une autre. Le goût était légèrement amer, mais je me suis convaincu que c'était le stress, l'émotion. Les voix autour de moi devinrent lointaines. Les rires résonnaient comme à travers l'eau. Une chaleur étrange monta dans ma poitrine, puis dans ma tête. Mes mains commencèrent à trembler. Je tentai de me lever, mais la chaise sembla s'éloigner. La salle tournait lentement. Je cherchai ma mère du regard. Elle ne souriait plus. Elle me regardait comme on regarde un problème qu'on a enfin résolu. À ce moment précis, avant que tout ne bascule, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne si vous aimez les histoires sombres et pleines de secrets comme celle-ci. Je voulus parler, poser une seule question. Pourquoi? Mais aucun son ne sortit. Je sentis mon corps devenir lourd, inutile. Et dans ce flou grandissant, une pensée me frappa avec une violence glaciale. Ce n'était pas un accident, et ce dîner n'avait jamais été une célébration. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis ainsi, prisonnier de mon propre corps. Peut-être quelques secondes, peut-être une éternité. Les voix revenaient par vagues, déformées, comme si chacun parlait depuis une autre pièce. Quelqu'un riait encore. Quelqu'un portait un toast en mon honneur. Mon honneur, alors que je glissais lentement hors de moi-même. Mon père se pencha vers moi. Je sentis sa main lourde sur mon épaule. « Ça va? Tu es tout pâle. » J'essayai de répondre, de lui dire de regarder ma mère, de lui dire le verre, le geste, tout. Mais ma langue refusait d'obéir. Elle était engourdie, inutile. Ma bouche s'ouvrait, mais aucun mot ne venait. Juste un souffle. Ma mère se leva brusquement. Sa chaise grinça sur le sol, un bruit trop fort dans ma tête. « Il a trop travaillé ces derniers temps », dit-elle d'une voix ferme. Trop ferme. Laissez-moi m'en occuper. Elle posa ses mains sur mes épaules avec une douceur presque tendre. Je frissonnai. Ce contact me donna envie de vomir. Elle se pencha près de mon oreille. Son parfum, que je connaissais depuis l'enfance, me donna la nausée. « Ne lutte pas, » murmura-t-elle. « Fais-moi confiance. » Ces mots me terrifièrent plus que le vertige, plus que la perte de contrôle. Car je compris alors qu'elle savait exactement ce qui m'arrivait. Et pire encore, elle l'avait voulu. On m'aida à me lever. Mes jambes ne me portaient plus. Chaque pas était une trahison de mon propre corps. Les regards autour de moi oscillaient entre l'inquiétude et l'indifférence polie. Personne ne cria. Personne ne posa de vraies questions. Tout était trop bien organisé, trop calme. Dans le couloir menant aux toilettes, les lumières étaient blafardes. Le monde semblait se plier sur lui-même. Je sentais mon cœur battre trop lentement, puis trop vite. Ma vision se rétrécissait. Ma mère marchait à côté de moi, droite, déterminée. Pas une once de panique sur son visage. Arrivée devant une porte, elle ne m'emmena pas aux toilettes. Elle ouvrit une autre porte. Une petite salle privée, vide, froide. Elle referma derrière nous. Je glissai contre le mur, incapable de tenir debout. Elle s'accroupit devant moi, enfin à ma hauteur. Ses yeux me scrutaient,
cherchant quelque chose. De l'obéissance, du renoncement, peut-être du pardon. Je réussis enfin à articuler un mot, un seul. Pourquoi? Elle expira profondément, puis elle sourit, un sourire que je ne lui avais jamais vu. Et avant qu'elle ne réponde, la pièce sembla s'enfoncer dans l'obscurité, comme si la vérité elle-même hésitait à se montrer. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de me regarder, comme si elle évaluait le bon moment, la bonne dose de vérité à m'administrer. Sa main se posa sur mon front, fraîche, presque médicale. « Tu brûles » murmura-t-elle. Je savais que c'était faux. Je n'avais pas chaud. J'étais vidé. Ma respiration devenait irrégulière. Chaque expiration me demandait un effort conscient. La pièce semblait se rapprocher de moi, les murs se resserraient. J'entendais encore, très loin, la musique du dîner, un air joyeux, obscène dans ce contexte. La fête continuait sans moi, comme si mon absence n'était qu'un détail. « Tu te souviens quand tu étais petit, quand tu faisais des crises d'angoisse » dit-elle soudain. Sa voix était calme, presque douce. Je savais toujours quoi faire. Je t'ai toujours protégé. Elle passa ses doigts dans mes cheveux, un geste maternel que j'avais aimé autrefois. Maintenant, il me glaçait le sang. Je tentai de reculer, mais mon dos heurta le mur. Mes jambes refusaient toujours de coopérer. « Maman !» Le mot sortit malgré moi, faible, presque implorant. Je le regrettai aussitôt. Elle se redressa légèrement, comme si ce simple mot lui avait donné raison. « Tu crois vraiment que je ferais quelque chose pour te faire du mal ?» demanda-t-elle. Ses yeux brillaient d'une conviction inquiétante. « Tout ce que je le fais pour toi, pour ton bien. » Elle se leva et fit quelques pas dans la pièce, nerveuse maintenant. « Tu allais faire une erreur, une énorme erreur. » Mon esprit s'accrocha à cette phrase. Une erreur. Laquelle? Mon nouveau travail à l'étranger? La femme que j'aimais, qu'elle n'avait jamais acceptée? Le fait, tout simplement, que je m'échappe enfin de son contrôle. Je voulais lui demander, mais ma bouche était sèche, collée, inutile. Elle sortit son téléphone de son sac et regarda l'écran. « Le temps joue contre nous » murmura-t-elle. « Nous » Ce mot me fit frissonner. Depuis quand étais-je encore inclus dans ce plan? La porte vibra soudain. Quelqu'un frappa doucement. « Tout va bien ?» La voix du serveur. Ma mère se tourna vers la porte, puis vers moi. En une seconde, son visage changea. Inquiétude, peur, le rôle parfait. « Oui, oui, » répondit-elle. « Il a juste besoin de repos. » Elle se pencha vers moi une dernière fois. « Écoute-moi bien, » chuchota-t-elle. « Ce que tu ressens maintenant n'est que le début. Si tu coopères, tout se passera bien. Sinon, » elle ne termina pas sa phrase. La porte s'entr'ouvrit. La lumière du couloir inonda la pièce, et avec elle, la certitude terrifiante que je ne savais encore rien de ce qu'elle avait réellement fait. Le serveur entra à moitié, hésitant, jetant un regard rapide sur moi affalé contre le mur. Je vis dans ses yeux une lueur de doute, aussitôt étouffée par l'assurance de ma mère. Elle posa une main ferme sur son bras. « C'est l'émotion, » dit-elle en souriant. Son diplôme, il n'a rien mangé de la journée. Le serveur hocha la tête, déjà convaincu. Personne n'a envie de voir le danger quand une mère parle avec autant de certitude. La porte se referma. Le silence retomba, plus lourd encore. Ma mère laissa tomber son sourire comme on enlève un masque devenu inutile. « Tu vois » dit-elle calmement. « Tout le monde me fait confiance. » Elle s'approcha de moi, sortit de son sac une petite bouteille transparente. Quelques gouttes seulement. Elle les versa dans un verre d'eau posé sur une table basse. « Bois, ça stabilisera les effets. » Je secouai faiblement la tête. Chaque fibre de mon corps hurlait de refuser. Elle soupira, agacée cette fois. « Ne sois pas stupide. Tu n'as plus le choix. » Elle m'aida à porter le verre à mes lèvres. Le liquide était fade, presque sucré. Une nouvelle vague de vertige me traversa, différente de la première. Plus profonde, plus lente. « Tu vois » murmura-t-elle, « je contrôle les doses. » Cette phrase s'imprima dans mon esprit comme une brûlure. Les doses. Ce n'était donc pas un geste impulsif. Tout avait été calculé. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un réflexe. Une encre. Je tentai de l'attraper, mais ma main passa à côté. Ma mère fut plus rapide. Elle sortit l'appareil et regarda l'écran. Un message. Le prénom s'afficha.
Elle fronça légèrement les sourcils. Toujours elle, dit-elle avec mépris. Elle verrouilla le téléphone et le glissa dans son sac. Elle n'a plus d'importance. Je fermai les yeux un instant. Des souvenirs se bousculaient, désordonnés. Des phrases de ma mère, répétées toute ma vie. Fais-moi confiance, je sais ce qui est mieux pour toi, le monde est dangereux. Je les avais toujours prises pour de l'amour. Maintenant, elles ressemblaient à des avertissements. Tu vas dormir un peu, dit-elle. Ensuite, on rentre. Rentrer où? Chez eux? Chez elle? L'idée de quitter cet endroit sans que personne ne sache ce qui m'arrivait me terrifia. J'essayai de crier, mais seul un souffle rauque sortit de ma gorge. Elle se leva, lissa sa robe, déjà prête à affronter le monde extérieur. Avant d'ouvrir la porte, elle se retourna vers moi. « Souviens-toi, dit-elle doucement, tout ce qui va suivre dépend de toi. » Et dans son regard, je compris que ce qui allait suivre dépassait largement cette pièce, ce dîner et même cette nuit. Elle ouvrit la porte et appela à l'aide avec un calme maîtrisé. 2 membres du personnel arrivèrent rapidement, une chaise roulant entre eux, comme si tout avait été prévu à l'avance. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je voulais leur dire de ne pas me toucher, de ne pas l'écouter elle, mais mon corps ne répondait toujours pas. Ma tête tombait lourdement sur le côté et je sentais la salive couler au coin de mes lèvres. « Il a fait un malaise », expliqua ma mère. « Le médecin de famille nous attend. » Le médecin. Cette phrase résonna en moi comme un piège qui se referme. Depuis quand un médecin attendait-il déjà, à cette heure, un soir de fête? On me poussa dans le couloir. Les invités se tournèrent vers moi, surpris, compatissants. J'aperçus des visages flous, des bouches qui murmuraient mon nom. Personne ne semblait penser que quelque chose clochait vraiment. Ma mère marchait à côté de la chaise, une main posée sur la mienne, geste d'amour parfait pour les spectateurs. L'air frais de l'extérieur me frappa le visage. Un instant, j'eus l'impression de reprendre conscience. Les lumières de la rue scintillaient, trop vives. Une voiture était garée juste devant l'entrée. Le moteur tournait déjà. Mon estomac se noua. Ce n'était pas la voiture de mes parents. La portière arrière s'ouvrit. On me souleva avec précaution. À l'intérieur, l'odeur de cuir et de désinfectant me donna la nausée. La porte se referma, étouffant les bruits du monde. Ma mère s'installa à côté de moi, lissa mes cheveux, puis parla au conducteur à voix basse. Je n'entendis qu'un mot. Clinique. La voiture démarra. Les lumières défilaient à travers la vitre comme des traînées irréelles. Ma conscience allait et venait. Par moments, je sombrais presque, puis une phrase, une image me ramenait à la surface. Mon diplôme, mon avenir. Tout ce pourquoi j'avais travaillé semblait soudain très loin, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Je sentis une nouvelle piqûre dans mon bras. Je n'avais pas vu l'aiguille. Pour éviter les convulsions, expliqua-t-elle calmement. Je voulus pleurer, mais même mes larmes refusaient de venir. Mon corps se rendait, morceau par morceau. La voiture ralentit enfin. Un bâtiment blanc apparut devant moi, froid, impersonnel. Pas de panneau visible depuis la rue. La portière s'ouvrit. 2 silhouettes nous attendaient déjà. Avant qu'on ne me fasse sortir, ma mère se pencha vers moi et murmura. Après ce soir, plus rien ne sera comme avant. Et dans le peu de lucidité qui me restait, je compris que cette clinique n'était peut-être pas un lieu pour me soigner, mais pour me faire disparaître. Ils me sortirent de la voiture avec une efficacité silencieuse. Les 2 silhouettes portaient des blouses claires, trop propres, trop neutres. Aucun badge visible. Aucun nom. Le bâtiment semblait dormir, mais ses murs dégageaient une froideur oppressante. À l'intérieur, l'air sentait le produit antiseptique et quelque chose d'autre, de métallique, presque amer. Mes paupières étaient lourdes, mais je m'efforçais de les garder ouvertes. Chaque détail comptait désormais. On me fit traverser un couloir étroit. Les néons grésillaient faiblement. Je distinguais des portes fermées, toutes identiques. Aucune fenêtre, aucun bruit de vie. Ma mère marchait légèrement en retrait, discutant à voix basse avec l'un des hommes. Je n'entendais que des fragments. Dossier, déjà prêt, comme convenu. Mon estomac se serra. Un dossier. Sur moi, ils m'installèrent sur un lit aux draps impeccables. Trop impeccable. On me sangla doucement, avec des gestes presque attentionnés. C'est pour ta sécurité, dit une voix que je ne reconnus pas. Je sentis des électrodes froides sur ma poitrine, puis un tensiomètre se serrait autour de mon bras. Mon cœur battait de façon irrégulière.
L'écran près de moi bipait lentement, comme un compte à rebours. Ma mère s'approcha enfin. Elle posa sa main sur la mienne. Sa peau était chaude, rassurante, exactement comme quand j'étais enfant et que j'avais peur du noir. « Tu es en sécurité ici, » dit-elle. Je cherchais dans son visage un doute, une fissure. Je n'y trouvais qu'une détermination implacable. Ils vont t'aider à te reposer, à réfléchir. Un homme entra avec un plateau métallique, des seringues, des flacons d'étiquettes de code que je ne comprenais pas. Je sentis la panique monter, violente, brûlante. Je tirai sur les sangles, sans succès. « Maman !» murmurai-je, la voix brisée. « S'il te plaît ?» Elle détourna le regard. Ce simple geste me fit plus mal que tout le reste. L'aiguille pénétra ma peau. Une sensation glacée se diffusa dans mes veines. Mon champ de vision se rétrécit. Les sons de verre étouffés. J'entendis ma mère dire « Appelez-moi quand ce sera fait ». Puis ses pas s'éloignèrent. Alors que l'obscurité m'engloutissait presque entièrement, une pensée s'imposa, claire et terrifiante. Si elle partait maintenant, c'est qu'elle savait que je ne pourrais pas la suivre. Et si je ne pouvais pas la suivre, c'est que ce lieu n'était pas censé me laisser repartir comme avant. Je repris conscience par fragments, comme si quelqu'un rallumait la lumière par à-coups dans une pièce abandonnée. D'abord, il y eut le son régulier d'un bip, puis une douleur sourde derrière les yeux. Mes paupières étaient lourdes, collées, mais je forçais lentement. Le plafond au-dessus de moi n'était pas celui de la salle précédente. Ici, les murs étaient d'un gris pâle, presque apaisant. Trop apaisant. Mes poignets n'étaient plus sanglés, mais je sentais une faiblesse profonde dans mes bras, comme si mes muscles ne m'appartenaient plus tout à fait. Je tentai de me redresser. Une nausée violente me traversa, m'obligeant à rester immobile. Ma gorge était sèche, brûlante. Quand j'essayais d'avaler, une douleur aiguë me rappela que quelque chose avait été introduit en moi. Quelque chose d'étranger. La porte s'ouvrit sans bruit. Une femme entra. Je ne l'avais jamais vue. Elle portait une blouse, mais contrairement aux autres, elle avait un badge. Un prénom seulement. Aucun nom de famille. Elle sourit doucement. « Vous êtes réveillé ?» dit-elle. Pas une question. Une constatation. Je voulus lui demander où était ma mère. Aucun son ne sortit. Elle sembla le remarquer. « Les premiers effets disparaîtront progressivement, » expliqua-t-elle. « Votre corps s'adapte. » Ce mot me fit frissonner. S'adapter à quoi? Elle s'approcha et ajusta une perfusion que je n'avais même pas remarquée. Le liquide coulait lentement dans mes veines. « Vous avez traversé beaucoup de stress, » continua-t-elle. « Ici, on va vous aider à retrouver un équilibre. » Son ton était calme, professionnel, trop rodé pour être sincère. Je parvins enfin à murmurer « Je veux partir ». Les mots sortirent péniblement, comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. Elle me regarda, toujours avec ce même sourire figé. « Ce n'est pas possible pour le moment. » Puis, après une pause calculée, votre mère a signé les autorisations nécessaires. Une chaleur glacée envahit ma poitrine. Signé, autorisation. Tout était légal, tout était verrouillé. Je n'étais plus un invité ici. J'étais un dossier, un cas. Quand elle quitta la pièce, la porte se verrouilla automatiquement dans un léger clic métallique. Je restai seul avec le bip régulier de la machine et mes pensées qui commençaient à s'éclaircir dangereusement. Des souvenirs me revinrent. Des décisions que ma mère avait prises sans moi. Des moments où j'avais cédé, par fatigue, par amour. Je tournai la tête vers la petite fenêtre dans la porte. Derrière la vitre, un couloir vide. Mais juste avant que mes forces ne m'abandonnent à nouveau, je crus apercevoir une ombre passer lentement et s'arrêter devant ma porte, comme si quelqu'un m'observait déjà. L'ombre resta immobile quelques secondes, puis s'éloigna sans bruit. Mon cœur battait trop fort dans ma poitrine. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un membre du personnel, une ronde banale. Mais au fond de moi, une certitude naissait. Ici, personne ne passait par hasard. Les heures s'étiraient sans repère. Pas de fenêtre, pas d'horloge. La lumière restait constante, artificielle, empêchant toute notion du temps. De temps en temps, quelqu'un entrait pour vérifier mes constantes, ajuster la perfusion, noter quelque chose sur une tablette. Jamais il ne me regardait vraiment dans les yeux, comme si mon regard pouvait les déranger. Mon esprit, lui, devenait de plus en plus clair. Trop clair, et avec cette lucidité revenait une colère sourde. Je repensais au dîner, au sourire,
aux applaudissements, à ce verre. Ce simple geste avait suffi à effacer ma liberté. Je serrai les poings. Mes muscles répondaient un peu mieux maintenant. C'était faible, mais réel. La porte s'ouvrit à nouveau. Ce n'était pas la femme au badge. C'était un homme plus âgé, cheveux grisonnants, regard fatigué. Il referma soigneusement derrière lui. « Je ne suis pas censé parler, » dit-il à voix basse. « Mais vous méritez de savoir. » Je le fixai, le souffle court. Il jeta un coup d'œil vers la caméra au plafond, puis baissa légèrement la tête, comme s'il savait où se trouvait son angle mort. « Votre mère est une patiente particulière, » continua-t-il. « Elle a des moyens, et surtout, de la conviction. » Il hésita. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait admettre quelqu'un ici. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Pas la première fois. Je voulus lui demander qui, quand, pourquoi personne n'avait rien fait. Mais il leva la main pour me faire taire. Écoutez-moi bien. Ils vont essayer de vous faire douter de vous-même, de vos souvenirs, de vos choix. Il s'approcha un peu plus. Si vous commencez à croire que vous êtes malade, alors ils auront gagné. Un bruit de pas résonna dans le couloir. L'homme se redressa aussitôt. Avant de partir, il glissa discrètement quelque chose sous mon oreiller. « Gardez votre esprit clair », murmura-t-il. Puis il quitta la pièce, laissant derrière lui un silence plus lourd encore. Quand je passai ma main sous l'oreiller, mes doigts touchèrent un petit objet dur et froid. Je n'osais pas encore le sortir. Mais une chose était sûre désormais. Ce que ma mère avait déclenché ce soir-là dépassait largement ma propre histoire, et quelqu'un, ici, avait déjà payé le prix avant moi. Je restai immobile longtemps, la main crispée sous l'oreiller, comme si le simple fait de bouger pouvait déclencher une alarme invisible. Le bip régulier de la machine semblait soudain trop fort, trop présent. Je finis par glisser lentement l'objet hors de sa cachette. C'était une petite clé plate, sans étiquette, numérotée au dos. Pas une clé ordinaire, une clé de service. Mon esprit se mit à tourner à toute vitesse. Une clé signifiait une porte, ou un tiroir, ou quelque chose qu'on n'était pas censé ouvrir. Je la refermai dans ma paume, sentant son froid me rassurer presque. Pour la première fois depuis le dîner, je n'étais plus totalement passif. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Elle entra comme si elle était chez elle. Elle avait retiré sa veste élégante, remplacée par un manteau sombre. Ses cheveux étaient attachés simplement. Elle avait l'air fatiguée, mais satisfaite. « Tu as meilleure mine ?» dit-elle en s'approchant. Je savais que ton corps réagirait bien. Je cachai la clé sous le drap. Mon cœur battait à un rythme dangereux. « Fais-moi sortir » murmurai-je. Elle soupira, comme une adulte lassée par un enfant capricieux. « Tu ne comprends toujours pas » répondit-elle. « Dehors, tu allais te détruire. Ici, tu es protégé. » Je la regardai enfin droit dans les yeux. Protégé de quoi? De qui? Elle hésita, juste une fraction de seconde. Assez pour que je comprenne que la réponse n'était pas simple. De toi-même, dit-elle finalement, et de ceux qui t'utilisent. Je pensais à la femme que j'aimais, à mon travail, à ma vie, imparfaite mais mienne. Tu m'as drogué, dis-je. Ma voix tremblait, mais elle était claire. Tu m'as enfermé. Elle ne nia pas. Elle posa simplement sa main sur la barrière du lit. J'ai fait ce qu'il fallait. Comme toujours. Un silence lourd s'installa. Puis elle se pencha vers moi et murmura. « Si tu coopères, tu sortiras plus vite. Sinon, ils auront d'autres méthodes. » Elle se redressa aussitôt, comme si ces mots ne lui appartenaient déjà plus. « Repose-toi. » Quand elle quitta la pièce, je sentis quelque chose se briser définitivement en moi. La mère que je connaissais n'existait plus. Ou peut-être n'avait-elle jamais existé. Je serrai la clé dans ma main. Elle était minuscule face à l'ampleur de ce qui m'entourait. Mais elle était réelle. Et tandis que la lumière ne changeait jamais et que le couloir redevenait silencieux, une seule question me hantait désormais. Si ce lieu cachait déjà d'autres victimes, qu'était-il arrivé à ceux qui avaient, eux aussi, essayé de résister? Je glissai lentement la clé sous le matelas dès que ses pas disparurent. Mon corps tremblait encore, mais ce n'était plus seulement à cause des médicaments. C'était la peur mêlée à une lucidité brutale. Ma mère ne jouait pas. Elle n'avait jamais joué. Tout ce lieu, ses procédures, ses visages neutres, c'était son monde à elle. Un monde où elle décidait qui était sain, qui était dangereux,
qui devait être corrigé. Les heures suivantes furent étrangement calmes. Trop calmes. Personne n'entra. Aucun contrôle. Aucun mot. Comme si on me laissait volontairement seul avec mes pensées. J'essayais de tester mes forces. Lentement, prudemment, je fis glisser mes jambes hors du lit. Le sol était froid, réel. Mes genoux fléchirent, mais ils tinrent. Chaque mouvement me coûtait, mais je pouvais bouger. C'était déjà une victoire. Je m'approchai de la porte. La petite fenêtre rectangulaire offrait une vue limitée sur le couloir. Vide, silencieux. Je sortis la clé de sa cachette et l'observai de plus près. Le numéro gravé semblait correspondre à quelque chose. Une chambre? Un casier? Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il alerte quelqu'un. Un bruit lointain rompit le silence. Un cri étouffé, très bref, presque immédiatement suivi d'un calme oppressant. Je reculai d'un pas, le souffle coupé. Ce cri n'était pas une hallucination. Il venait de quelque part dans ce bâtiment, et personne ne courut. Personne ne réagit, comme si c'était normal. Je compris alors que ce lieu fonctionnait sur l'isolement. On disparaissait ici sans jamais faire de bruit assez longtemps pour être entendu. Une panique froide me traversa. Si je restais, je finirais comme les autres. Effacé, convaincu, brisé. Je m'agenouillai près du lit, cherchant un plan, n'importe quel indice. Sous le plateau roulant, je découvris un dossier oublié. Mon nom était inscrit dessus. En dessous, une date, celle du dîner. Tout avait été préparé avant même que je ne lève mon verre. D'autres noms figuraient dans le dossier. Barrés, annotés, certains accompagnés d'un mot « stabilisé », d'autres « transférés ». Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais aucun ne portait la mention sortie. Des pas approchaient. Là, mes mains tremblaient alors que je refermai le dossier et le glissai à sa place. Je retournai précipitamment sur le lit, cachant la clé dans ma paume. La poignée de la porte bougea légèrement, et juste avant qu'elle ne s'ouvre, une pensée me traversa avec une clarté terrifiante. Si ma mère contrôlait ce qui se passait ici, alors elle contrôlait aussi le moment où je pourrais disparaître à mon tour. La porte s'ouvrit complètement et une infirmière entra, poussant un chariot. Son visage était neutre, presque vide. Elle ne sembla pas remarquer mon agitation intérieure. « Contrôle de routine », dit-elle simplement. Je hochai la tête, jouant le rôle qu'on attendait de moi. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Elle vérifia la perfusion, nota quelque chose sur sa tablette, puis s'approcha de mon visage avec une lampe. La lumière me brûla les yeux. Je clignai volontairement trop lentement, feignant la fatigue. « Vous avez bien dormi ?» affirma-t-elle. Ce n'était pas une question. Je murmurai un oui presque inaudible. Elle resta un instant immobile, comme si elle évaluait quelque chose. Puis elle se tourna vers la porte. « Le docteur passera plus tard. » Elle sortit sans un regard en arrière. Le verrou se remit en place avec ce clic sec qui me faisait désormais frissonner. Je laissai échapper l'air que je retenais. Mes doigts se déplièrent lentement, révélant la clé, humide de sueur. Je savais que je n'aurais pas beaucoup d'occasions. Ici, chaque minute d'inattention était une anomalie. Je me levai de nouveau, plus sûr de mes mouvements. Mon corps protestait encore, mais il m'obéissait. Je m'approchai de la porte et glissai la clé dans la serrure secondaire, celle que j'avais remarquée sous la poignée principale. Elle entra parfaitement. Mon souffle se coupa. Je tournai doucement. Un léger déclic répondit. Pas d'alarme, pas de lumière rouge. Juste ce bruit minuscule qui changeait tout. Je n'ouvris pas tout de suite. J'écoutais. Le couloir semblait toujours vide. J'entr'ouvris enfin la porte, juste assez pour passer la tête. Le corridor s'étendait devant moi, long, impersonnel, éclairé par les mêmes néons. À quelques mètres, une porte était entr'ouverte. De là venait un murmure. Une voix basse, puis un sanglot étouffé. Je refermai la porte derrière moi sans bruit et avançai lentement. Chaque pas me paraissait trop fort. À mesure que je m'approchais, les voix devenaient plus claires. « Il faut coopérer » disait quelqu'un. Une autre voix répondit, tremblante, suppliant presque. Mon estomac se serra. Cette voix, je la reconnaissais. Je m'arrêtai net. Mon sang se glaça. Ce n'était pas possible. Pourtant, je savais que je ne me trompais pas. Cette voix appartenait à quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un qui, officiellement, n'aurait jamais dû se trouver ici. Je poussai la porte et le monde bascula une dernière fois.
La pièce était plus grande, plus sombre, éclairée par une seule lampe suspendue. Assis sur une chaise, amaigri, les poignets marqués par des traces anciennes, il leva lentement la tête. « Mon père !» Ses yeux se remplirent de larmes avant même que je n'aie le temps de parler. À cet instant, tout prit sens. Son silence au dîner, son regard fuyant, sa main lourde sur mon épaule. Il savait, il avait toujours su. Derrière lui, ma mère se tenait droite, immobile, comme une juge devant un verdict déjà prononcé. « Tu n'aurais pas dû venir ici, » dit-elle calmement. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne criait pas. Elle n'en avait pas besoin. « Maintenant, tu comprends ?» ajouta-t-elle. « J'ai sacrifié beaucoup pour maintenir cet équilibre. Ton père, d'abord, puis toi. » Je compris alors que cette clinique n'était pas un lieu de soins, mais un sanctuaire de contrôle. Un endroit où elle enfermait ceux qui menaçaient l'image parfaite qu'elle voulait préserver. Mon père tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Il l'avait déjà brisé, pas physiquement, mentalement, lentement, méthodiquement. Un bruit retentit derrière moi. Des pas, trop tard pour fuir. Je me retournai, prêt à tout, quand soudain une alarme stridente déchira le silence. Des lumières rouges clignotèrent. Des cris éclatèrent dans le couloir. Le chaos, le vrai. L'homme aux cheveux grisonnants apparut, accompagné d'autres patients, libres, furieux, vivants. « Maintenant » cria-t-il. Tout se passa très vite. Des portes s'ouvrirent. Des dossiers furent arrachés. Des vérités longtemps étouffées explosèrent à la surface. Ma mère cria pour la première fois. Pas de peur, de rage. Elle tenta de s'interposer, mais le monde qu'elle contrôlait s'effondrait sous ses yeux. Quand la police entra enfin, quand la lumière naturelle envahit ces couloirs artificiels, je tenais la main de mon père. Il tremblait, mais il respirait librement. Ma mère fut emmenée sans un mot. Elle ne me regarda pas. Peut-être savait-elle que, pour la première fois, elle avait perdu. Aujourd'hui, chaque fois que je lève un verre, je me souviens, pas du poison, mais de la vérité. Certaines prisons n'ont pas de barreaux. Et parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ceux qui prétendent nous aimer plus que tout.